Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean Raby, le directeur général de Natixis Investment Managers. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, il s'en est passé des choses entre le moment où on s'est vu, je sais pas quoi, il y a un an et aujourd'hui. En préparant l'émission, je me suis dit, mais quand on voit tout l'argent qui a été déversé par les autorités, des tombereaux de milliers, de milliards, de centaines en euros et en dollars, de la part des gouvernements, des plans d'urgence, des plans de soutien, on le voit tous les jours en France et même à l'étranger. Les banques centrales, bazooka, mais double XL, d'ailleurs pour ceux qui doutaient qu'elles ont encore des marges de manœuvre, voilà, ça a clos le débat. On voit quand même un PIB mondial qui va baisser de 6%, d'après ce qu'on entend, 9% en zone euro selon la BCE et 11% en France selon le gouvernement. Et là on se dit, mais qu'est-ce qui se serait passé sans l'action musclée des pouvoirs publics? Écoutez, je pense à la fois, on a deux réactions un peu primitives, hein. Il y a tout d'abord la réaction à la crise sanitaire, qui est un lockdown, un arrêt de la production, un arrêt de la consommation. Évidemment, je généralise, pas exactement cela, je caricature un peu. Synchronisé à travers le monde, pour une raison sanitaire. Pour sauver des vies, pour sauver des vies. Et en face de cela, effectivement, un programme de soutien, des programmes de soutien, des programmes de stimulus sans précédent, avec une vitesse très, très notable et sans doute beaucoup plus rapide que ce qui a été mis en place au moment de la grande crise financière de 2008. Ça, je pense que c'est assez surprenant. Et effectivement, les États ont été rendez-vous d'une crise sans précédent, mais d'une approche sans précédent. Donc, d'un côté comme de l'autre, c'est assez primitif. D'un côté, on ferme la production, on arrête la consommation. De l'autre côté, eh bien, on soutient les entreprises, on nationalise en quelque sorte, comme il a été dit ici, les salaires, on apporte un programme de soutien très important en termes de liquidité et de valeur aux actifs risqués, aux marchés financiers. Tout cela dans un but, évidemment, d'éviter le pire. Ouais. Et je pense qu'on l'a évité. Bon, après, il y a le rebond. Et c'est le pari qu'ont fait les marchés avec le rebond boursier, ils ont toujours de l'avance, les marchés, c'est que l'activité pourrait repartir beaucoup plus vite. Et hier, on a quand même Jérôme Powell, le président de la Fed, qui nous dit ça va repartir, mais pas aussi vite que ce que les marchés attendaient, d'où la correction du jour. Oui, mais moi, je pense que ce que je retiens plutôt, c'est qu'on est dans une situation assez paradoxale. Jusqu'à maintenant, on n'a pas changé notre vocabulaire. On parle de récession. Récession, c'est un phénomène cyclique dont la durée est incertaine. Dépend d'une surcapacité ou de mauvaise politique fiscale ou autre. Ici, on est dans une situation totalement différente. On a volontairement mis à l'arrêt nos économies. Ouais. Sauf que les faire repartir, c'est pas la claquement de doigts. Oui, réouvrir, ça ne veut pas dire repartir. Voilà. C'est là, il y a une incertitude sur cet aspect-là des choses, sur la durée de la transition, la durée du retour à la normale, on va dire ça comme ça. En revanche, le grand paradoxe, c'est que plus votre horizon de temps est lointain, plus vous avez une certitude qu'on aura trouvé une solution à la cause première de cette situation, la crise sanitaire. Effectivement, je pense qu'il est raisonnable de penser, je crois qu'il est raisonnable de penser, je devrais plutôt dire, que l'homme, l'humanité, l'industrie de la santé trouvera une solution, un vaccin, et ça a été l'historique du monde de la santé depuis 150, 200, même 500 ans. Donc moi, je pense que les marchés sont dans cette perspective qu'il y aura une solution sanitaire à une crise sanitaire, et plus votre horizon de temps est lointain, plus vous avez la conviction que cette solution sera trouvée. Et qu'on s'en approche. Et que chaque jour, on s'en approche. Logiquement, il y a énormément d'argent qui est investi. Tous les grands groupes pharmaceutiques sont impliqués. Et on voit très bien, le marché réagit à chaque nouvelle à ce niveau-là. Parce que ça permet peut-être d'anticiper cette durée de transition. L'incertitude, elle est sur la durée. Hein. Est-ce que c'est 6 mois, 12 mois, 18 mois? Ça, personne ne sait. En revanche, est-ce que c'est 15 ans? Je pense que l'histoire de l'humanité vous démontrerait que absolument pas. Et notamment les phénomènes récents, où est-ce qu'il y a eu des sujets sanitaires, on a trouvé Donc des c'est solutions. Ce qui justifie, certains disent, voilà, le rebond des marchés, c'est l'action des banques centrales, surtout voilà, open bar, illimité. Vous vous dites aussi, il y a cette part de liquidités, évidemment, qui sont venues irriguer les circuits financiers, mais il y a aussi cette idée que de ce pari des marchés, qu'il y aura un vaccin, et donc, un jour, ce sera derrière nous. Ben moi, j'essaie d'expliquer le comportement des marchés. Je pense qu'on peut aussi dire, on peut aussi prendre comme approche qu'à court terme, on n'est pas à l'abri de déception, on n'est pas à l'abri de situations où est-ce que, comme vous disiez tout à l'heure, que le réouverture ne veut pas dire nécessairement repartir, qu'il y aura des distorsions dans les chaînes de production qui feront que peut-être que la production ne sera pas au même niveau de capacité qu'elle était avant pendant un certain temps. Donc, il y a une incertitude sur cette durée de transition. Mais qui est pricé aujourd'hui?
Alors là, C'est compliqué. vous avez autant d'opinions qu'il y a de gérants. Ouais. Bon, après, effectivement, donc pour vous, le rebond aujourd'hui, il est justifié, même si aujourd'hui on voit donc une fois une consolidation, ce rebond boursier est justifié. Écoutez, justifié veut dire quoi? Parce que certains disent, oh, regardez, c'est la pire récession. Est-ce qu'il y a un appétit? Non, mais c'est la pire récession du monde. On parle, Bruno Le Maire a Mais dit hier, 800 000 emplois détruits encore en plus dans le reste de l'année. Et on se dit, waouh, des rebonds boursiers 30-40%. Oui, mais vous devez dire c'est la pire récession du monde. Encore un vocabulaire qui ne m'apparaît pas adapté à la situation. On a volontairement mis un terme pendant un certain temps à les activités de production. Et maintenant, ça repart. La certitude, c'est... Et la question, c'est est-ce qu'on n'aura pas de consommation parce que les gens ont peur ou parce qu'ils ne pouvaient pas consommer? Je pense que si vous regardez ce qui se passe, notamment aux États-Unis... Les gens ont peur de perdre leur emploi? Peut-être. Bien, écoutez, il y en a qui l'ont perdu. Hein? Ouais. Il y a eu des conséquences dramatiques. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une situation où est-ce qu'ils ont un fardeau d'endettement important. Je pense notamment aux artisans, aux entrepreneurs, aux petites et moyennes entreprises qui ont le soutien de l'État. Mais d'une certaine façon, il y a aussi une augmentation de l'endettement. Et ça, c'est le défi à terme. Et en tant que gestionnaire d'actifs, ça fera partie de nos préoccupations. Comment canaliser toute cette épargne qui s'est créée au cours des derniers mois, tout cet argent qui a été créé par... Les hommes politiques, ils veulent que cet argent soit consommé et pas épargné en vue de la retraite. Hein. Non, je ne parle pas d'épargner. Il faut la réinvestir dans les actifs risqués pour ensuite, évidemment, restructurer le bilan des entreprises qui auront supporté, entre-temps, un endettement important, une augmentation de l'endettement. Après, les marchés ont pu donner le sentiment que la pandémie était derrière. Autant elle reflue en Europe, clairement. Autant aux États-Unis, c'est pas si évident. On reste stabilisé avec 1000 morts par jour. Voilà, et puis c'est la question de la deuxième vague qui n'est pas pricée, disent certains, par les marchés aujourd'hui. Non, je pense que c'est encore là. Je pense que quand vous dites ça, à quelque part implicitement, vous êtes en train de dire que pour certains, la réponse à la deuxième vague sera la même qu'à la première. Ça, je pense que les marchés vous disent non, ce ne sera pas le cas. Parce qu'on n'en a pas les moyens. Peut-être parce qu'on n'en a pas les moyens, peut-être parce que ce n'est pas nécessaire, peut-être parce que la deuxième vague apportera une nouvelle approche, une nouvelle réponse à cette crise sanitaire. Et peut-être que ce sera plutôt d'apporter une attention particulière aux populations plus spécifiquement à risque, plutôt que... Les seniors, on dit les mots. Seniors ou les gens qui ont des pathologies préalables qui les rendent plus vulnérables, plutôt que de protéger la population tout le monde. Dans sa totalité avec un arrêt. Il y a comme un côté moyenâgeux, non, d'avoir confiné tout le monde, non? Je ne me permettrai pas de prononcer. Ce que je note, par contre, si vous voulez faire un historique, c'est que des pandémies, il y en a eu dans l'histoire de l'humanité. La globalisation existait moins, et pourtant elle a eu lieu, et pourtant elles se sont propagées. Donc accuser la globalisation d'avoir causé cette pandémie me semble un peu réducteur et ignorer l'histoire récente ou même à longue durée de l'humanité. Ouais. Au pire, on est au mois de mars, petit retour en arrière, les marchés, c'est du jamais vu, perdent 30-40% en un mois. Une baisse jamais vue en termes de violence. À ce moment-là, vous vous dites quoi quand on est patron de Natixis, milliards d'euros d'actifs sous gestion? Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on est très soucieux de la liquidité de tous nos produits, de toutes nos stratégies, parce que pour certains de nos investisseurs, c'est important d'avoir la liquidité. C'est la promesse de liquidité de beaucoup de nos produits, de nos stratégies. Donc, on porte fortement attention à cela. On est très au contact de nos clients pour expliquer, pour donner notre point de vue sur ce qui se passe, pour être bien conscient de leurs objectifs et de leurs besoins. Et donc, on communique beaucoup. Évidemment, et c'est peut-être le préalable que j'aurais dû dire, mais ça a tellement été évoqué que je trouve ça un peu banal aujourd'hui de le dire. Mais s'adapter au travail à distance avec la rapidité que nous l'avons fait et avec l'efficacité que nous l'avons fait, ça m'a surpris. Je n'aurais pas imaginé que nous pouvions faire cela aussi rapidement et avec si peu Nécessité fait loi, vous connaissez la... Oui, je pense que c'est ça aussi. Puis ça a amené aussi une rapidité de prise de décision qui est presque salutaire. C'est sain pour une organisation. Et bon, beaucoup d'organisations se sont retrouvées dans cette situation-là, de devoir s'adapter rapidement à des circonstances Et on reviendra comme avant? Et on reviendra à la situation d'avant, en termes d'organisation, de management, ou est-ce qu'il y a des plis qui sont pris? Là-dessus, moi, on me fait toujours dire, ou j'entends beaucoup de gens qui disent que le monde d'après sera très différent du monde d'avant. C'est très français, c'est ça? Ça me fait un peu sourire. C'est franco-français, ça? Non, vous savez, durant la grande crise financière, on disait que le private equity était mort, que les banques se donnaient des utilities, etc. Bon, vous savez très bien que l'expérience depuis démontre que c'est un peu différent. Je pense que quand on est au milieu de la tempête,
c'est très difficile d'avoir un point de vue objectif, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, sur ce que seront les conséquences à terme. Ce ne sera pas une révolution, mais une évolution. Et dans l'organisation du travail, je ne pense pas qu'on est dans une situation où est-ce que toutes les entreprises seront décentralisées. Je pense que ce serait une erreur pour beaucoup d'entre elles. En revanche, est-ce qu'on fera une part peut-être plus importante qu'on faisait avant au télétravail? Sans doute. Je vous dirais que dans le quotidien, il faudra tous accepter, là je suis très micro, je suis très dans la vie quotidienne des entreprises. Il faudra tous accepter que lorsqu'on se retrouve à une réunion à 8 ou 10 personnes, il y en aura peut-être 2 personnes sur l'écran. Et c'est OK. Et c'est ça, je pense, le changement fondamental de culture qu'on devra intégrer. Ouais. Après, encore une fois, il y a eu, on fait parler avec la crise de 2007-2008, mais qui n'a rien à voir, c'est pas la même histoire. Mais on avait quand même eu une deuxième vague de baisse. Et là, tout le monde s'interroge aujourd'hui, oulala, c'est remonté très vite. Donc voilà, que ça corrige, c'est normal, vous me direz, que c'est monté tellement vite sur 3 semaines, 1 mois. Vous êtes à l'aise aujourd'hui avec la valorisation des marchés, vous? Valorisation-prix, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas oublier ça. Aujourd'hui, on a des prix, les prix des actifs risqués, qui sont supportés par les programmes de stimulus des banques. C'est clair. J'écoutais un commentateur américain hier qui disait qu'il caricaturait le rebond du S&P aux États-Unis. C'est la Fed. Doit plus à Powell qu'à personne d'autre. Mais c'est sûr que ça a joué un rôle, bien sûr. Mais si vous croyez à ce que je disais tout à l'heure, que plus le temps passe, plus on a une certitude, eh bien, plus ça si vous voulez, cette valorisation qu'on trouve peut-être aujourd'hui élevée. Et vous la trouvez élevée, vous? C'est quoi les principes? C'est quoi les paramètres? Une valorisation, c'est relatif. En chiffre absolu, oui, elle est élevée. Bien sûr. Est-ce qu'elle est trop élevée? Je ne crois pas. Qu'est-ce qui pourrait décevoir, selon vous, les marchés dans les prochains jours, mois, semaines? Vous savez, si je le savais. Hein? On serait très riche. Oui, j'avais été interrogé en janvier là, en Suisse, au moment où le coronavirus se développait. J'avais dit, écoutez, moi, je ne sais pas, je ne suis pas un expert en santé, est-ce que ça aura cet impact-là? J'avais simplement dit, je pense que vu la résilience des marchés jusqu'à maintenant, au cours des 2-3 dernières années, c'est sans doute un choc exogène qui peut dérailler tout cela. Je pensais plutôt à un événement environnemental de taille conséquente. Je ne pensais pas à un événement sanitaire de taille conséquente. Bon, après ça, qu'est-ce que je sais? C'est difficile de prévoir. En revanche, oui, on n'est pas à l'abri des soubresauts. Et oui, on peut dire, et certains de nos gérants le croient, que les marchés ne pressent pas de déception. Mais vous savez, quand tout le monde pense qu'il y aura une rechute, ça va dans l'autre sens. Ça va dans l'autre sens. Ouais, le consensus trade, comme on dit en anglais. Le consensus. La position de consensus dominante. Position dominante est rarement celle qui se réalise. Ouais. Et c'est quoi dans la court terme. Et donc aujourd'hui, la position du consensus, c'est ce que vous venez de dire, que les marchés sont très élevés et il va y avoir une rechute. Bon, oui, je note aujourd'hui que le CAC est en baisse de 2 ou 3 %. Ouais. On verra bien ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Mais écoutez, nous, notre métier de gestion d'actifs, c'est pas au quotidien, hein, c'est dans le long terme. Ouais. Et le fait, et on finit après sur les marchés, on passe à autre chose, le fait que aux États-Unis, que sur le Nasdaq 100, la moitié de la perf vient des GAFAM. Cette extrême polarisation des performances de Wall Street sur 5 grosses valeurs de la tech, ça, c'est pas problématique parce qu'il faut en avoir, il n'y a pas le choix. C'est le stay-at-home stocks. C'est le stay-at-home. Ah oui, le stay-at-home stocks. Les valeurs qui dépendent des gens qui restent chez eux. On se retrouve, même pas très longtemps, il y a 10 ans en arrière ou 5 ans en arrière, si on avait eu cette approche de confiner les gens, peut-être que le dommage à l'économie aurait été beaucoup plus important. Ouais. On a pu s'intégrer dans un processus de distanciation sociale et de décentralisation du travail parce qu'on avait les outils technologiques pour le faire. Et ça, c'est quand même notable, et je le dis positivement. Ouais. Après, autre sujet. Le business model de Natixis-IM, on l'a évoqué quand vous étiez passé l'autre fois, c'est un modèle de multi-boutique, plein de gérants. En quoi ce modèle-là, pour vous, a montré sa résilience, ou pas d'ailleurs, dans la crise qu'on vit aujourd'hui? Écoutez, je pense que la panoplie des stratégies que nous avons, la grande diversité de nos gérants, grande diversité des classes d'actifs, écoutez, nous donne cette capacité d'avoir un dialogue avec les clients qui soit très ciblé. Parce qu'à quelque part, nous, on ne lead pas avec un produit, comme certains gestionnaires qui sont monoproduits le font. Nous, on a une approche conseil, une approche solution, parce que dans la besace, pour prendre ce terme, de Natixis-IM,
Il y a une très grande variété de stratégies, que ce soit des marchés cotés, actions ou obligataires, aux marchés plus spécialisés, à l'alternatif coté. Donc cette crise vous renforce dans l'idée que c'est la bonne stratégie. Je pense que cette crise nous Même renforce. si, alors j'ai vu les chiffres, à vous de la commenter, hein, des collectes au premier trimestre, ça prend en compte le pire du pire, j'ai envie de dire quasiment, 17 milliards d'euros hors effet marché. On se dit que c'est limité au regard des 1000 milliards ou on se dit que c'est toujours trop dans l'absolu de perdre du pognon, enfin, Non, du mais pognon je qui vous s'en dirais va. que- non, mais il y a deux explications fondamentales. La Hors effet première, marché, hors effet marché. la première, c'est qu'on a eu à peu près la moitié de ces encours, c'est les marchés monétaires. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé en réponse à cette crise? C'est que les sociétés ont voulu récupérer Leur cash. le cash et le mettre sur leur bilan. Réaction tout à fait raisonnable et envisageable. Ouais. Donc C'est pas de la défiance à l'égard de Non. vos produits ou C'est normal. c'est de la saine gestion. On ne sait pas, on ne connaît pas encore l'étendue des programmes, les programmes de support des entreprises, des gouvernements auprès des entreprises. On met le cash sur son bilan. Réaction tout à fait normale, envisageable et historiquement cohérente. Deuxièmement, on a eu beaucoup de sorties dans les stratégies value. Les stratégies value, c'est quoi? C'est l'automobile, c'est le bancaire. Tous des secteurs qui sont plutôt les reopen stocks. Les secteurs qui ont souffert beaucoup pandémie. du confinement et qui, depuis un certain temps, étaient moins en vogue. Ouais. Notre business model, vous savez, il nous permet de suivre ces cycles. Parce que dans notre business model, on a aussi des gérants qui sont très croissance, qui sont très Amazon, qui sont très Microsoft. On en a dans notre groupe. Évidemment, ces gérants-là ont bien performé dans la période, d'autres moins, mais ça va revenir. Et la value, depuis quelques semaines, a bien rebondi. Ouais. Et donc, quels sont les gestionnaires qui ont plus souffert, quelles sont les marques qui ont plus souffert et les autres, au contraire, qui ont bénéficié de cette crise? Bon, écoutez, je ne voudrais pas mettre en avant. Je vais plutôt mettre en avant ceux qui ont bénéficié ou qui. Je serai là pour vous rappeler les autres. Bien sûr. Mirova en gestion d'impact. Sustainable Investing, évidemment, dans une approche, dans un environnement où est-ce qu'on met de plus en plus d'emphase sur l'ESG. L'ESG ne se résout pas à Mirova. On a plusieurs affiliés comme DNCA, comme Ostrom, comme Vega, comme Dorval, même aux États-Unis. C'est pas du greenwashing, certains disent. Non, c'est pas du on met du ESG un peu partout. Alors que Mirova, c'est peut-être justement. Bon, ce qui est clair, c'est que la définition de ESG n'est pas encore standardisée. Ouais. Donc, il y a une espèce, pas de flou, mais de discrétion dans comment on le réalise. Mais, chose certaine, la tendance est lourde. La tendance est lourde. Et je pense que les entreprises le reconnaissent également. Hein. Je pense que tout le monde, dans ce débat aujourd'hui, voit bien que le rôle de l'entreprise, il s'élargit. Il n'est plus uniquement de faire des profits pour les actionnaires. la rémunération des actionnaires. Il y a aussi ce qu'on appelle les notions de stakeholders. Et il y a eu toutes les parties prenantes. Il y a les parties prenantes, notion qui est sans doute plus acceptée historiquement en Europe, mais qui l'est maintenant de plus en plus aux États-Unis aussi. Donc tout ça se met en Les place. parties prenantes, les clients, les fournisseurs, Ouais. les salariés. Et une autre stratégie que je mettrai en œuvre, c'est le succès qu'on rencontre avec notre activité thématique, des gestions de conviction dans le secteur action avec des C'est plus approches petit, c'est plus sectorielles. petit. C'est plus petit, mais le taux de croissance est important et ça répond à un besoin. Être capable d'avoir des stratégies d'investissement centralisées sur la robotique, l'intelligence artificielle, l'eau, la sécurité. Et aujourd'hui, on a lancé un nouveau fonds, l'économie de souscription, Subscription Economy. Donc, C'est quoi ça? C'est tout ce qui est abonnement, Ah oui, bah oui. tout ce qui est l'économie d'abonnement. Et on se dit que justement le ESG, Jean Raby, c'est l'un des rares, je veux dire, segments de marché qui n'a jamais cessé de collecter, même pendant la crise. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que je ne dis pas que l'avenir du La business tendance est est lourde. là, La mais voilà, tendance est elle n'est lourde. pas remise en cause, bien au contraire. Bien au contraire. Le ESG pour vous fait preuve de résilience et c'est Bon, écoutez, il faut être aussi, faut faire la part des choses. Certains disent que le ESG, si le ESG a bien performé, c'est parce qu'il n'y a pas d'énergie dedans. Ben, c'est ce que j'allais dire. Vous mettez les mots. Non, mais la tendance de fond Avec pour le pétrole moi, s'est cassé la gueule, La tendance voilà. de fond pour moi est claire. C'est synonyme aussi de performance. Si vous êtes une société qui détruisez l'environnement, traitez mal vos employés et avec des conflits d'intérêts dans votre gouvernance partout, je vois Il y pas en a encore pourquoi... des- il y en a encore des comme ça. Ex ante, je vois pas pourquoi vous penseriez que c'est synonyme de performance ex post facto. Évidemment, le jugement est toujours ex ante. Hein. On prend une position parce que, vous savez, la valeur d'une entreprise, c'est la discounting de ses cash flows à terme. Hein. Donc, on a une vision prospective. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin qu'on me démontre de A à Z que c'est une bonne stratégie de performance. Le vrai défi, c'est comment l'adapter, comment le mettre en place et quelles conclusions on en tire. Ouais.
Donc, à l'échelle globale, aujourd'hui, le groupe, c'est, alors si on remet, moi j'ai les chiffres au 31 mars, 830 milliards C'est d'euros. les seuls chiffres que je communiquerai. Oui, mais en tout cas, avec l'effet marché, Ça a remonté, mécaniquement. bien sûr, On bien se fixe des sûr. objectifs, parce que j'ai vu qu'il y avait un plan stratégique fin 2021 du président de Natixis sur la globalité. Il y aura aussi un target, un objectif d'encours global qui sera annoncé. Mais écoutez, c'est très prétentieux d'avoir un objectif d'encours global. C'est vrai? Parce que ça veut dire qu'on connaît l'évolution des marchés entre maintenant et la fin 2020. Notre plan se termine à la fin 2020. Donc, je pense que ce qu'on Ou peut est-ce que la dire, crise a tout rebalayé? ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, que nous, dans le contexte actuel, on considère que c'est une occasion d'accélérer des initiatives stratégiques, que ce soit de développer de nouveaux produits, notamment dans les classes d'actifs qui vont répondre de plus en plus à des besoins de nos clients, notamment institutionnels, qui sont tous les actifs privés. Vous savez, vous voyez très bien où sont les taux d'intérêt aujourd'hui. Ouais. On peut toujours spéculer quand ça sera remonté. Chose certaine, ça va rester bas. Ouais, un petit C'est moment. low for longer. Ben, plus il y a de dettes dans le monde, plus le jour où les taux d'intérêt remontent, ça peut faire mal. Donc, il faudra faire du fine-tuning. Hein. Donc, nous, notre défi, c'est d'avoir cette approche client qui nous permet d'accompagner notre client dans une période qui ne sera pas simple. Je pense aussi qu'il faut jouer notre devoir et on réfléchit à des solutions où est-ce qu'on pourra offrir à nos clients, notamment les clients qui ont épargné durant cette période, à des montants sans précédent. On en a parlé dans les journaux récemment en France. On parle de plusieurs dizaines de milliards qui ont été épargnés. Comment peut-on convaincre les épargnants de prendre cette épargne qui est aujourd'hui investie dans les dépôts bancaires, dans les marchés monétaires, dans les polices d'assurance vie en euros, comment convaincre de canaliser cette épargne en partie vers les actifs plus risqués pour permettre cette restructuration des bilans des entreprises qu'on appelle de tous nos voeux parce que c'est le fondement de notre activité économique. Bon, avant de se quitter, Jean Raby, il faut qu'on parle d'une success story incroyable, H2O, une des filiales boutiques qui a cartonné avec des rendements pour vos clients de 30% par an pendant des années et des années, qui était un peu la vache à lait qui vous rapportait jusqu'à 100 ou 200 millions d'euros par an de commissions. Et là, il y a des performances cette année de moins 50, moins 60 dans la crise. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui avec votre filiale H2O qui était, encore une fois, la vache à lait? Est-ce que c'est devenu le canard boiteux du groupe? La oui vache ou à non? lait, écoutez, on fait 2,5 à 3 milliards d'euros de produits nets bancaires par année. Donc, il faut remettre ça en perspective. Deuxièmement, notre business model, il est très varié. Ben, ça fait 10%. Il y a des stratégies qui sont plus appropriées dans un contexte de marché, d'autres moins. On parlait tout à l'heure des stratégies value. Vous savez, vous m'auriez fait la même remarque concernant le poids de Harris Associates aux États-Unis dans notre chiffre d'affaires il y a quelques années. Moi, je trouve qu'au contraire, ça démontre très bien la pertinence de notre modèle, sa grande diversification. Donc, il n'y a pas de problème avec Et H2O? j'arrive à ça. Vous savez, aujourd'hui, on a parlé beaucoup des performances d'H2O, vous venez d'y faire référence, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient des positions de conviction, comme les investisseurs le souhaitent, dans des stratégies macro. Ils étaient long dette italienne, long secteur bancaire Et ils sont plantés. européen. C'est des stratégies qui n'ont pas performé au pire de la crise, Ouais. qui, depuis un mois, Oui. évidemment, rebondissent. C'est le propre des marchés. Donc, il n'y a pas de problème avec cette filiale H2O? H2O a sa place dans le groupe. D'accord. Et ceux qui c'est disent- une et à ceux- stratégie Hein? global macro qui répond à certains besoins de nos clients. Et donc, à ceux qui disent que vos résultats sont trop dépendants, encore une fois, Non, de ce que fait H2O, vous dites réfute non. cela. Il est vrai qu'H2O a généré beaucoup d'honoraires de performance ces dernières années, mais vous savez, on ne gère pas notre groupe à court terme de cette façon, on gère à long terme. Et la part de nos revenus qui est plus volatile, comme les revenus de performance, on les normalise dans notre tête. Quand on fait notre budget, on normalise tout ça. Ouais. On n'est pas... Donc, la machine H2O ne s'enraye pas aujourd'hui. écoutez, elle a eu un revers de performance. L'historique démontre qu'ils savent rebondir. Ouais. Mais c'est en plus, il y a une part de cohérence. Quand on fait 30% par an pendant 10 ans, il faut bien un jour ou l'autre que que ce rendement se paye en volatilité. Ce n'est pas aberrant théoriquement. Et les investisseurs savent Ils suivent, ils sont sortis. Ils Ça savent donne bien quoi en que termes c'est de des gens qui décollecte? prennent des positions Ça donne quoi importantes. en termes de décollecte? Il y a eu la décollecte? Parce que l'important, c'est la confiance qu'ont les La épargnants, les investisseurs. la majeure partie de la baisse des encours d'H2O est liée à la performance, pas à la décollecte. Bon, voilà. Merci d'avoir été avec nous. On finit là-dessus. Plaisir, Donc, ce que je retiens en tout cas, c'est que, comme les marchés, quelque part, vous êtes quand même positif, pas optimiste, mais en tout cas, il n'y a pas de raison pour vous de sombrer dans... Non, il n'y a pas de raison. Je vais plutôt formuler. Il peut y avoir des soubresauts à court terme. On est dans les marchés à long terme. Je pense que
c'est de la bonne approche. Et être investi dans les actifs risqués aujourd'hui, il faut le faire avec cette approche à long terme. Si on est très court-termiste, si on a besoin de ses sous à horizon 6 mois, peut-être qu'il faut réduire la voilure. Par contre, si on a une vision à long terme, 3 à 5 ans, Ouais. il faut rester dans les marchés. Voilà qui est clair. C'est la conviction de Yes. Jean Raby, le Oui. directeur général. Donc, il faut avoir des convictions parce que dans toutes les boutiques que vous avez, ils sont là pour ça. Ils sont hein. très, ils ont beaucoup d'opinions, hein. Ils ont beaucoup d'opinions. Et des voix diversifiées, hein. Il y a des voix Et on ne peut pas avoir diversifiées raison à chez tous les coups non plus. Hein. Directeur Si c'était général, une oui. science exacte, ça se saurait. Ouais, on serait très riche. Directeur général donc de Natixis IM, Jean Raby, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.